Ça, c'est du thé. Le thé, c'est vraiment trop bien. Cela permet de faire des tas de choses, comme décider de ce qu'on fait dans notre triste vie, comme le porter en bijou et avoir l'air presque chic, comme le mettre dans ton oreille pour une infusion cérébrale de mongol. Mais d'où ça vient le thé? Selon la légende, le thé naît sous Shennong, un héros civilisateur de la mythologie chinoise. Quand une feuille tombe dans son eau bouillante de schlag. Côté preuve matérielle, on en atteste l'usage en Chine à l'époque Han, au 2e siècle avant notre ère, avec des résidus identifiés dans des tombes. Ce n'est donc pas Mamie Sylvette qui l'a pondu pour ton goûter de famille, où elle te gave de croissants séchés et de bonbons centenaires. Au 8e siècle, Lu Yu compose le Sha Jing, premier grand traité sur le thé. Parce que le thé, c'est comme ton collègue Alexandre ce chien, qui fait que complimenter le chef. On ne rigole pas avec. Le traité, c'est en gros, arrêtons de faire n'importe quoi, bordel. Sous les Song, on boit un thé en poudre fouetter sa mère, ancêtre du matcha japonais. Le concept voyage au Japon au XIIe siècle via des moines, notamment Eiji, où il sera ritualisé ensuite, parce que ces moines avaient enfin un truc cool dans leur vie de relou. On compresse le thé en briques, pratique à stocker, troquer, jeter sur sa sœur, et utilisé comme quasi-monnaie en Himalaya et en Asie intérieure. Caravane vers la Russie, samovar qui fume, moustache givrée, température gelée sa race. L'Europe, elle, marinait encore du houblon ses bois chauds. 16e, 17e, Portugais puis Hollandais ramènent du thé. En Angleterre, Catherine de Bragance ne l'introduit pas au pays, mais popularise la boisson à la cour dans les années 1660. Au 19e, le thé devient aussi un symbole de sobriété dans les mouvements de tempérance, ou un symbole de passer la nuit à vider l'eau des pattes. 18e siècle, taxe très élevée égale contrebande massive. 1784, Commutation Act. La taxe passe d'environ 119% à 12,5%. Les contrebandiers se font bolos. Côté Amérique, taxe plus monopole de la East India Company conduit à la Boston Tea Party. Évidemment, ce n'est pas une immense stuff techno en 90 sous acide, mais plutôt le 16 décembre 1773, des caisses à la mer, un empire qui fait la tronche, comme ta petite sœur qui a pas reçu de message de son copain, une indépendance qui infuse. Pour ne plus dépendre de la Chine, les Britanniques plantent. Assam, variété Assamica identifiée année 1820-1830, plantation année 1830-1840, corset et éveil garanti pour ne pas s'endormir devant un film à 22h, passé la trentaine. Darjeeling, année 1840, parfumé et autoproclamé champagne du thé, fait pour ceux qui n'ont pas un palais de Doberman galeux. Ceylan britannique, nommé ainsi jusqu'en 1972, pour ensuite Sri Lanka. James Taylor lance le thé après des premières plantations aux environs de 1867. Année 1870-80 et sort colossal. Puis Lipton ramène sa jeune poire. Le thé devient routine industrielle et rituel culturel. Samovar en Russie, au Maghreb à thé, soit thé vert gunpowder plus menthe plus sucre, s'enracine surtout au 19e siècle. Pendant ce temps, en Chine, on explore terroir et feuilles comme d'autres explorent les vins. Mais au moins là, c'est pas pour s'arracher le front. Début 20e, les sachets se diffusent. On retient souvent l'anecdote Thomas Sullivan, courant 1908, qui aurait inventé le sachet de thé involontairement, simplement à la base pour transporter le thé autrement qu'avec des boîtes en métal coûteuses. Mais un brevet Lawson et McLaren, 1901-1903, existe déjà. Disons, commercialisation au début du XXe siècle, pour faire genre. Thé glacé, popularisé à l'exposition de Saint-Louis en 1904, des recettes circulaient déjà dans les années 1870. Maintenant, on pense surtout à celui plein de sucre que boit ton petit cousin du matin au soir, ce qui le rend hyperactif. Et alors, ta tante Vanessa le pense TDAH, et crie au surdoué cette folle. Bubble tea à Taïwan, année 1980, l'origine est disputée entre les chaînes de salons de thé Shun Shui Tang à Taichung et Annin Tea Room à Tainan. Dans tous les cas, du thé, du lait et la vessie en souffrance. Camomille pour dormir, verveine pour après raclette et faire comme si tu mangeais ici, hibiscus carcadé pour le rouge intense, rooibos d'Afrique du Sud pour zéro caféine. Et donc, 100%, je peux en boire à 23h sans me réveiller comme ton vieux daron. Maté d'Amérique du Sud. Ce ne sont pas des thés, ce sont des infusions. Ta bouillard s'en fiche. Les connaissances que tu étales en société alors que tout le monde s'en branle, non. Le thé, c'est Camellia sinensis. Vert, noir, blanc, oolong, puer, blanc, vert, noir, même plante, oxydation et fermentation différentes. Les infusions, tisanes, c'est tout le reste. Camomille, verveine, menthe, jus de rooibos, hibiscus, maté. La théine égale caféine, c'est la même molécule. L'effet perçu comme plus posé du thé vient surtout de la L-théanine, qui module l'attention et la nervosité. Pratique pour ne pas trop agiter avec ta grande sœur Sabrina, cette personne angoissante. Finalement, si tu es team camomille, pas de soucis, ça arrive à tout le monde d'être infréquentable. Sinon, les tisanes ont aussi changé le monde. Elles ont juste fait moins de révolutions et vidé plus de vessie. Alors la prochaine fois que tu bois du thé, demande-toi s'il faut le lait avant, après, des glaçons, de la limonade de bière, le bol avant, après, tapioca ou non bordel. Mais surtout de l'eau chaude, parce que sinon, ce n'est pas du thé mais juste de l'eau aux plantes dégueu.